vous êtes sur RTL. Ils refont la France sur RTL. Avec Anaïs Bouton. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Ils refont la France. Et ça y est, ça cause, c'est tous les vendredis soirs. Et c'est l'actualité française vue par les correspondants de la presse étrangère. Un peu notre Erasmus à nous chez RTL. Avec ce soir Paola Martínez Infante, periodista chilena. Buenas tardes. Birgit Holzer, ich bin deutsche Journalistin. Hallo, guten Abend. Buenas tardes, Juan José Dorado, periodista espagnol. Boa tarde, Ana Navarro Pedro, imprensa portuguesa. Beaucoup, une spéciale latino aujourd'hui. Merci à tous les cas d'être là pour refaire la France avec le programme de ce soir. Alors évidemment, on va parler de ces grandes tragédies qui ont frappé la semaine, Lampedusa, le Maroc, la Libye. Et puis, on fera un petit tour du côté des journées du patrimoine pour se changer un peu la tête. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. 6000 personnes, littéralement à l'assaut de l'île italienne de Lampedusa cette semaine. 100 bateaux ont débarqué sur les côtes en une journée. Les autorités locales ont décrété l'état d'urgence. On écoute un responsable de la Croix-Rouge interviewé par nos confrères de BFM Télé. Là, il y a 6000 personnes qui viennent d'arriver d'un coup sur l'île. C'est une situation extrêmement compliquée. Nous nous efforçons de continuer à garantir au prix d'efforts considérables les services de base à ces personnes. Mais ce n'est pas évident. Alors l'Italie est depuis des années l'une des principales portes d'entrée des migrants qui partent de l'Afrique du Nord vers l'Europe. Le nombre d'exilés arrivant par cet itinéraire sur le territoire italien a bondi cette année de 124 000 depuis début janvier, contre 65 500 au cours de la même période en 2022, d'après les données du gouvernement. Comment ça s'explique, Birgit Holzer ? Ça s'explique déjà, on voit que l'accord que l'Union européenne a essayé de faire avec notamment le gouvernement tunisien n'a pas fonctionné. L'Union européenne qui a signé en juillet, en présence de la première ministre Giorgia Meloni, un partenariat avec la Tunisie afin de faire baisser le nombre d'arrivées de migrants. Mais bon, ça ne fonctionne pas, ouais. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'explications. Il y a aussi les résultats du changement climatique qui font fuir plus de personnes. Il y a les régimes autocrates dans plusieurs pays en Afrique. Donc, je pense qu'il y a un ensemble de tout, mais aussi le rôle que jouent les gardes aux côtes en Afrique, en Libye, en Tunisie, justement. Donc, on voit un dérèglement complet, mais on voit aussi les limites des promesses entre guillemets qu'avait fait Giorgia Meloni, qui avait dit justement si je suis au pouvoir, je vais stopper l'immigration, je vais arrêter. Et on voit aujourd'hui que l'extrême droite, parce qu'elle vient d'un parti d'extrême droite post-fasciste, n'a pas de solution aujourd'hui. Oui, mais parce qu'elle est contrainte par l'Europe. Non, bien sûr, c'est un cadre dont elle n'est pas sortie et donc. Bien sûr, mais on voit que ces promesses, justement, sans l'Europe, ne valent rien du tout. Et c'est intéressant peut-être aussi pour les électeurs en France. Alors pour le président Sarkozy, ce n'est que le début. Et le pire, c'est que la crise migratoire ne fait que commencer. Je dirais même qu'elle n'a pas commencé par rapport à ce qui nous attend. Est-ce qu'il a raison de dire que ce phénomène ne fait que débuter, Paola Martínez? Il est un peu effacé parce que ce phénomène, ça existe depuis déjà en 2012. Rappelons les printemps arabes, la guerre en Syrie. 2015, 1 million aussi de... Exactement, 2015, quand il y a eu le pic, disons-le, de cette crise migratoire où les gens, justement, dépourvus de tout espoir, parce que c'est ça aussi l'une des raisons, il faut le dire ouvertement. Les gens, ils ne font pas la traversée de la Méditerranée au péril de leur vie, plaisir. C'est parce que dans les pays respectifs, notamment, il y a des défaillances qui sont majeures, des problèmes économiques terrifiants, des guerres, des famines. Et aujourd'hui, ça rajoute encore la crise aussi climatique. Et moi, je pense que oui, il est un peu effacé dans le temps parce que c'est une crise. Maintenant, on le voit d'ailleurs quand avec cette arrivée massive des gens à Lampedusa. Et c'est pas un phénomène nouveau parce que je dois dire que vous regardez beaucoup l'Europe, mais ça, c'est un phénomène qui existe en Amérique latine depuis des décennies aussi.
aussi. Il ne faut pas oublier les nombres des migrants qui partent toujours d'Amérique centrale vers les États-Unis par le Mexique, qui sont en proie des narcotrafiquants, des trafics d'organes. Il ne faut pas oublier non plus le tremblement de terre en Haïti en 2010, qui a fait un exode massif des Haïtiens vers le sud de l'Amérique du Sud, qui cherchaient justement un dorado, entre guillemets, au Brésil et au Chili, qui ont été accueillis, les bras fermés, avec des expulsions massives, avec des charters loués par le président Piñera pour dire on ne veut pas de vous chez nous. Et aussi les Vénézuéliens, n'oublions pas non plus en 2016 des exodes, l'un des plus importants de l'histoire. Donc, bien entendu, il fait ça aussi par l'opportunisme politique, parce que malheureusement, tu le disais, c'est aussi une aubaine pour l'extrême droite, toute cette affaire. On l'a vu avec la visite de Marion Maréchal Le Pen à Lampedusa, dans laquelle elle dit, en fait, il fait cet amalgame insupportable de l'extrême droite, de mettre tout le monde dans le même sac, les migrants, mais la est-ce que c'est pas un peu etc. facile de sortir toujours la carte de l'extrême droite? On a, mois après mois, des problèmes avec l'Ocean Viking, avec Lampedusa, etc. Une Union européenne qui est complètement dépassée, qui devrait signer un accord, mais entre la ligne d'Angela Merkel, qui est de dire wir schaffen das, on les accueillera et on assimilera tout le monde parce que nous avons un déficit démographique, et la Hongrie et la Pologne qui ne veulent pas en entendre parler, et il faut une règle de l'unanimité pour arriver à conclure un accord. On n'arrive pas à traiter le problème, Juan José Dorado. Est-ce que c'est pas un peu facile de sortir toujours à l'extrême droite, Oui, non, mais ce n'est pas que l'extrême droite. On se rappelle tous, déjà, j'ai cette image de Lampedusa où je vois au début du pontificat du pape François, il va à Lampedusa justement voir les migrés, laver les pieds des migrants qui sont là-bas. L'Union européenne a essayé de trouver des solutions, mais qu'est-ce qu'elle a trouvé? Tout simplement, elle a sorti sa carte de crédit, elle a commencé à payer. D'abord, ça a été la Turquie, puis ça a été le Maroc, maintenant c'est la Tunisie. Mais la réalité, c'est que autant on a réussi plus ou moins à contenir l'immigration qui venait via la Turquie ou encore via le Maroc, mais ça a coûté énormément d'argent. Mais le cri des Italiens, comme disait Paola, n'est pas nouveau. Ça fait des années et des années qu'on entend les Italiens et les Grecs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est surtout Lampedusa. Mais c'est vrai qu'autant on a réglé le problème, entre guillemets, du côté de l'Espagne, parce qu'il y a eu des accords avec le Maroc, question des géopolitiques. Ne bougez pas, Juan José, on y arrive aux accords de l'Espagne avec le Maroc. À tout de suite sur RTL. RTL. Remaking France. Avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Et on fait la France avec Birgit Holzer, Juan José Dorado, Ana Navarro, Pedro et Paola Martinez et le journal Courrier International. Alors on parle de cette tragédie de Lampedusa, 6000 personnes à l'assaut de l'île italienne. Ana Navarro, Pedro, vous parlez d'une hypocrisie de l'Europe. Mais complètement. Depuis longtemps, d'abord, il y a ce qu'on a entendu maintenant, les accords que l'Europe a passés avec la Turquie, avec la Tunisie, avec le Maroc et ainsi de suite. Eh bien, c'est juste la politique traditionnelle de l'Europe dans ces cas-là, c'est de passer la patate chaude à quelqu'un d'autre. Et de sortir le chéquier quand même. Et de sortir le chéquier. Ouais. Mais cette politique de la patate chaude, elle existe à l'intérieur de l'Europe. En ce moment, il y a la Pologne, par exemple, qui est vent debout contre l'Italie et contre un règlement qui a été fait aussi là en juin, une sorte on ajoute quelque chose au règlement de Dublin, c'est-à-dire que normalement, quand on rentre, un demandeur d'asile rentre dans un pays, c'est ce pays qui doit traiter le cas. Ça, c'est Dublin. On a tellement Malte, on a tellement la Grèce, etc. Ce qui s'est passé en juin, c'est qu'on a dit, bon, très bien, maintenant il y a 30 000 au moins qui vont aller dans d'autres pays de l'Union européenne. Commençons par la France et par l'Allemagne, Brigitte. Immédiatement, ils ont dit, là, ces jours-ci, ah non, nous, on ne veut personne de Lampedusa, c'est fini. L'Italie ne peut pas nous envoyer des gens là. Les Allemands ne reprend pas des migrants qui devraient, selon ces accords, reprendre. Du coup, l'Allemagne, comme la France, je crois, a arrêté, a suspendu cet accord. Oui. Et donc, il y a cet accord qui a été signé en juin, prévoit que les pays ont le droit de dire non. Mais ils doivent payer 20 000 € pour chaque refus d'asile. Donc, si on a 30 000, faites bien les comptes. On est à 600 millions, je crois. Donc, ça va, 600 millions, c'est beaucoup d'argent. Donc, à repartir par les pays qui refuseront. Et si on arrive à ce quota-là, ce ne sera pas payé rubis sur ongle, il ne faut pas rêver. Donc, il y a
les pays nordiques, les pays de l'Est de l'Europe disent mais c'est un problème qui ne nous regarde pas, on n'a rien à faire là-dedans, c'est leur problème. Nous, on regarde la Grèce, l'Espagne, le Portugal est un peu protégé parce que par notre position géographique, nous ne sommes pas sur la Méditerranée, nous sommes dans l'Atlantique, avant le détroit de Gibraltar. Ça veut dire, c'est l'Atlantique, c'est très violent, ouais. Il y en a quand même certains qui arrivent, mais les pauvres, en très mauvais état. Donc, nous sommes relativement épargnés. Mais quand on voit les arrivées sur l'Espagne, et surtout maintenant sur l'Italie, sur le Malte, Lampedusa, il a 3000 habitants, je crois. Ils sont arrivés 7000 dans une seule journée. Sans rien. La population partage des pâtes, fait des pâtes et donne à manger aux gens. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Même c'est de bon cœur. D'ailleurs, Lampedusa a une tradition d'accueil et humanitaire, mais c'est une tragédie humanitaire qui se passe en ce moment à Lampedusa. Elle prouve en outre l'incapacité de Giorgia Meloni de régler le problème. À l'intérieur du gouvernement italien, très rapidement, Salvini, qui est le président de la Lega, qui est son allié, mais qui lui tire le tapis politique sous les pieds, lui dit « Ah non, mais elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. » Et ensuite, elle voudrait envoyer des navires de guerre contre les bateaux. Elle ne peut pas le faire, parce que sinon, elle va créer une situation de tension avec la Tunisie, avec les pays du Maghreb, et nous serons en guerre avec ces pays. Donc vous voyez, c'est inextricable. Inextricable. Alors, autre drame cette semaine. Jusqu'à 20h. Ils refont la France avec Anaïs Bouton. La panique gagne les habitants, ils courent dans tous les sens. Certains d'entre eux, stupéfaits, voient leur course déviée par-dessous d'un éboulement. Les habitants creusent les tombes pour leurs proches, puis procèdent à des enterrements presque à la chaîne, dans une immense détresse. Des images d'espoir pour les secouristes et les habitants sinistrés. Un bébé extrait des décombres quelques heures après le séisme. Alors là, ça c'était un petit zapping des différentes chaînes pendant la semaine. Le séisme du 8 septembre est le plus puissant de l'histoire moderne à avoir jamais été mesuré au Maroc, d'une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter. Il s'est produit à peu de 72 km au nord-est de Marrakech. 3000 morts. Le séisme a frappé les populations les plus démunies. Et la presse française en a fait des tonnes sur le Maroc, qui ne fait pas appel aux experts français du secours après le séisme. Alors Birgit, excès de nombrilisme, l'essentiel est ailleurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette polémique en France? Je pense que la polémique vient aussi après les coups d'État dans la zone Sahel. Donc on a vu que la France et ses anciennes colonies, les relations ne se passent pas forcément comme Paris pourrait souhaiter. D'une certaine manière, je pense qu'il y a peut-être dans cette réaction un peu de ça. Après, en Allemagne, il y a eu cette réaction aussi beaucoup moins forte, parce que les liens entre l'Allemagne et le Maroc sont beaucoup moins forts, mais il y avait un peu la même interrogation, parce que c'était un peu la même situation. L'Allemagne a fait une proposition d'aide, comme une soixantaine d'autres pays, je crois, et qui n'a pas été, il n'y a pas eu de réponse tout de suite. Après, effectivement, on a aussi en Allemagne regardé les liens entre la France et le Maroc. Et je pense que s'il y a cette polémique qui est née, parce que effectivement, par exemple, l'Espagne a été l'aide de l'Espagne on va en parler d'ailleurs, qui est aussi très efficace dans ce genre de drame, a été acceptée. Je pense en dessous de cette polémique, il y a effectivement ces relations très compliquées entre le roi, notamment du Maroc, et Emmanuel Macron, ou plus largement les gouvernements. On va en reparler. Vous, votre aide a été acceptée. Ça, vous allez nous expliquer pourquoi. Ben, ça a été... vous allez nous l'expliquer après. Tout de suite après la pub. RTL. Sie erfinden Frankreich neu. Ils refont la France. Avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Et avec moi, Birgit Holzer, Juan Rosé Doado, Ana Navarro, Pedro et Paola Martinez et le journal Courrier International. Alors on parlait de cette tragédie au Maroc, de ce tremblement de terre. Le Maroc qui a accepté le soutien, l'aide de l'Espagne et du Royaume-Uni. Pourquoi donc, Juan Rosé Doado, l'Espagne? Alors, déjà, elle l'a fait assez rapidement, parce que c'est dans la nuit du 9 au 10 que le Maroc a accepté l'aide espagnole. Alors, il y a 4 raisons. Première, on est peut-être plus près que les autres, juste à côté. 2, on est très beau dans ce qu'on fait. 3, c'est une façon de gifler la France. Ah bon? Ah oui. Et 4, l'Espagne a tout cédé au Maroc depuis un certain nombre de mois,
puisqu'il y a notamment la reconnaissance du plan d'autonomie du Sahara, où l'Espagne était toujours contraire à ce plan, et depuis un an à peu près, est d'accord avec le Maroc. Donc, les liens, entre guillemets, entre le Maroc et l'Espagne se sont resserrés à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et alors, non, mais alors justement, ça nous fait parler du sujet qu'on vient d'aborder sur les migrants, parce que comme le Maroc et l'Espagne sont désormais amis, que l'Espagne a reconnu le Sahara occidental marocain, en fait, ils ont aussi un accord sur les migrants. Pourquoi l'Espagne est plus submergée ? Il y a un accord sur les migrants qui a été d'ailleurs signé d'abord par l'Union européenne avec le Maroc. Et c'est vrai que le Maroc, maintenant, exerce un vrai contrôle sur les migrants à la frontière, ne les laissant pas passer. À un moment donné, il y a eu un différend entre l'Espagne et le Maroc, et ils ont ouvert les portes, et on a un week-end, près des 4000 migrants ont traversé la frontière et ont envahi, entre guillemets, j'aime pas le mot, Ceuta et Melilla. Ils ont pris d'assaut. Ils ont pris d'assaut Ceuta et Melilla. Dès que l'accord a été, disons, l'accord entre l'Espagne et le Maroc est redevenu une relation plus normale, c'est fini. Donc, le Maroc joue ce double jeu. D'un côté, joue avec les migrants, joue avec l'Espagne, et dans cette affaire de tremblement de terre, c'est vrai aussi qu'elle prend sa vengeance, entre guillemets, par rapport à la France, ne faisant pas appel à elle, sachant que la France a toujours été le premier allié du Maroc au sein de l'Union européenne. Alors, autre tragédie cette semaine, en Libye cette fois. De terribles inondations ont frappé la Libye, provoquées par la tempête Daniel. Une tragédie dont on ne mesure pas encore l'ampleur, 3800 morts, 10 000 disparus. On écoute Hassan, contacté par Ariane Lavrieux, correspondante RTL dans la région. C'est au-delà du désastre. J'ai vu des cadavres partout dans les rues. Les morgues des hôpitaux sont pleines, alors ils mettent les corps dehors. Et ça, ce n'est que la partie visible du drame, car il en reste encore plein sous terre. Alors c'est un pays, c'est un État failli, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de pouvoir fort, et il y a une différence de traitement et de soutien entre la Libye et le Maroc. Paola Martinez, est-ce que c'est choquant ? Est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est normal ? Non, c'est choquant, mais là, justement, c'est quand la géopolitique intervient dans les questions des catastrophes naturelles et crises humanitaires. Et j'ai dit tout à l'heure, j'ai encore une image en tête, c'est la question d'Haïti, en fait. Ça, c'est un peu la même chose avec un État complètement failli. Il y a un tremblement de terre des proportions. Mais à ces moments-là, la République dominicaine, qui était en froid avec l'Haïti, ouvre un corridor humanitaire et ouvre aussi les bras à tous les Haïtiens qui devaient échapper. Dans les cas aussi de la Libye, par exemple, dans un État aussi avec ces catastrophes qui étaient prévisibles, parce qu'il faut le dire aussi, c'est la catastrophe naturelle qui arrive de façon soudaine, mais après les barrages qui se sont écroulés, en fait, qui ont déferlé, qui ont fait toutes ces quantités de morts et les désastres qu'on voit, c'est aussi parce qu'il y a un État qui n'est pas l'auteur, disons-le, des circonstances. Je reviens encore au cas de l'Haïti, dans lesquels les gens, en fait, ils sont un peu comme des boucs émissaires, si vous voulez, de ces affaires géopolitiques. C'est là la difficulté. Et si les États, ils n'arrivent pas à trouver des accords, notamment, qui dans le cas des catastrophes naturelles, dans lesquelles aussi, on va avoir de plus en plus l'habitude de voir, notamment, d'ailleurs, on l'a vu au Pakistan, on l'a vu au Brésil, c'était pareil. Et dans ces cas-là, les gens, j'appelle juste une question humanitaire. Pourquoi les pays ne laissent pas de côté leurs différends, n'est-ce pas ? Et on peut ouvrir... Parfois, je peux avoir une vie assez naïve, en fait. Mais j'espère de tout cœur que les pays puissent justement ouvrir ces corridors humanitaires et essayer de venir en aide à ces personnes qui aujourd'hui le souhaitent. On ne va pas vous appeler Paola Kissinger. La Libye est dans surtout pas Kissinger, d'abandon humanitaire, alors que le Maroc dispose d'un capital humain et d'une expertise en matière de gestion des catastrophes. On voit ici, nous dit un politologue dans les colonnes de Courrier International, on voit aussi la force du soft power marocain due à sa popularité comme destination touristique et à la taille de la diaspora marocaine. Oui, mais pas que ça. Anna Navarro, il y a un vrai, si vous allez au Maroc et si vous allez en reportage ou si vous allez voir les dirigeants, les acteurs économiques, politiques, vous voyez effectivement un développement immense du pays. Il est encore à des strates différentes dans les différents géographiquement et dans les différentes couches sociales, mais c'est un pays qui n'a rien à voir avec celui qui
existent encore dans l'imaginaire, par exemple, des Français qui le connaissaient bien. Et donc, on comprend cela très bien. En ce qui concerne l'Espagne aussi, je voulais juste ajouter, mais sous le contrôle de Juan José, mais vous savez, quand un nouveau Premier ministre espagnol est nommé, sa première visite à l'étranger n'est pas à Bruxelles, n'est pas à Paris, n'est pas à Londres, elle n'est pas à Berlin, elle est à Rabat. C'est vrai ? Tout à fait. Le Premier ministre va toujours d'abord au Maroc. Au Maroc. Pourtant, les relations sont très importantes. Oh oui, d'accord, mais c'est quand même la France qui est le principal partenaire, un des principaux partenaires commerciaux du Maroc, premier investisseur étranger, compte sur son territoire environ 1,5 million de Marocains et 600 000 possèdent la double nationalité. Mais ce n'est pas le principal interlocuteur politique du Maroc. Vous savez, bienvenue à la France, au club d'Espagne et du Portugal. Nous avons dominé le monde à un moment donné. Mais c'est fini, hein. À beaucoup de siècles, c'est fini. Vous savez, le retour petit à petit de l'Espagne. Oui, c'est vrai que vous avez eu votre tour 14-15e siècle. Voilà. Ouais. Mais en ce qui concerne la Libye, il commence à venir une aide étrangère qui effectivement là n'a même pas demandé d'autorisation aux autorités. Il y a peut-être un backchiche à faire à un moment donné, mais c'est un pays qui est divisé en deux. En plus, on voit qu'au même moment où il y a cette catastrophe, où il y a une aide qui arrive au compte-gouttes un peu à Derna, il y a en même temps des envoyés spéciaux. Le Kremlin est en train de négocier avec le général Haftar, qui est l'un des deux seigneurs de guerre de Libye, un des deux dirigeants de Libye, un port en Libye pour ses navires de guerre, ses navires militaires. Donc la géopolitique continue pendant que les gens souffrent et meurent. Continue, exactement. Alors on va faire une petite pause et dans un instant... Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Mais on va parler patrimoine, et ça les amis, c'était Arletty dans Les Enfants du Paradis, un film mythique, ça fait partie du patrimoine français. On va faire une petite soirée cinéma chez moi et je vous montrerai les grands films mythiques du patrimoine français, tout ce qui nous lie, tous nos souvenirs communs. À tout de suite sur RTL. RTL, ils refont la France. Avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, parce qu'on va parler des journées du patrimoine avec Birgit Holzer, avec Juan José Dorado, avec Ana Navarro Pedro, avec Paola Martinez. Ce week-end, 40e journée du patrimoine. On visite les lieux méconnus, les institutions généralement fermées au public. Et je vous ai demandé un moment du patrimoine français, un bout de, pour vous, ce que c'était dans le cinéma ou dans la musique. Et vous, Juan José et Anna, vous m'avez parlé Oui, parce que pour nous les Espagnols, y a ceux qui aiment les cinémas français depuis les années 60, parce que nous on Alors était, ça c'est Paola. Voilà, on était en dictature et donc il fallait regarder vers la France. Mais après on a découvert un nouveau cinéma français et c'est Amélie Poulain qui a été l'un des gros succès aussi en Espagne et ça nous a fait découvrir une autre France, un autre Paris. Donc pour nous, quand on parle de cinéma, tout de suite je me suis dit, c'est Amélie Poulain et il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des chanteurs dont on parlera, mais pour nous les Espagnols, on a toujours un regard un peu particulier par rapport à la France et à ce patrimoine qui est le vôtre. C'est vrai que c'est pas mal, c'est des bons souvenirs ça, Ana Navarro Pedro. Vous avez aimé le film ? Oui et non, il y a une polémique au Portugal à l'époque quand le film est sorti, identique à celle qu'il y a eu en France, d'un pari aseptisé. Ah, mais comme sur la cérémonie d'ouverture des rugby, non Oui, par exemple, oui. Parce que ça, vous avez compris la polémique, vous ? Excusez-moi, Anna, mais... Il y avait des clichés qui étaient... C'était très cliché quand même, à certains moments. Ça fait du bien, les clichés. Ouais, mais pour nous, ça nous parle. Pour nous, les étrangers, ça nous parle, forcément, les clichés. Pour vous, c'est redondant. Mais pour nous, effectivement, c'est la France. Marinière et baguette sous le bras. Mais c'est super, d'ailleurs. Vendredi prochain, tous en marinière avec la baguette. Et baguette. Et qu'est-ce que vous allez visiter ce week-end ? Vous allez profiter des journées du patrimoine ? Il y a de la queue partout, attention. Les Français adorent ces journées. Je sais, et ils adorent faire la queue aussi. Et aussi. Non, ça, ils n'aiment pas trop faire la queue. Ils essayent toujours de passer. Il faut dire qu'en tant que journaliste, il y a des monuments... Enfin, des laissez-passer. On connaît les lieux. Ne dis pas ça. On connaît le Matignon, on connaît le Quai d'Orsay, on connaît le ministère de la Défense. On connaît pas mal de choses qui habituellement sont interdites au restant des populations, donc on est très gâtés, on doit le dire. Mais c'est vrai que les Français sont fous de leur patrimoine. Vous savez pourquoi, Birgit ? Ah, vous allez nous dire ?
Je sais pas. Non, mais moi, je sais pas, mais je trouve ça génial. C'est quelque chose de patrimoine, c'est assez incroyable aussi. Parce que nous, on n'a pas ça. Et effectivement, pourquoi il y a des queues? Parce que les gens y vont. Ça fonctionne très, très bien. Donc, parce qu'ils sont fiers aussi de leur patrimoine architectural et architectural. Oui. André Malraux a eu un impact énorme parce qu'il a, avec sa politique du patrimoine, justement, sa politique même pour Paris, le nettoyage des immeubles, etc., il y a une sorte de respect pour le patrimoine qui s'est répandu dans l'esprit des Français. Et nous l'admirons énormément au Portugal, en disant, mais nous, s'il y a un truc qui est en train de tomber, on commence à prendre des mesures quand il tombe en France, mais c'est magnifique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on admire. On a Stéphane Bern, la loterie du patrimoine. Ça existe en Espagne, les journées du patrimoine? Alors oui, parce que 84, c'est la journée, parce que vous avez quand même quelque chose qui appartient au patrimoine, qui c'est Jacques Lang. Puisque c'est lui il appartient au patrimoine, même de son vivant. Donc, il instaure les journées du patrimoine en 84, et en 91, c'est l'Europe qui fait sienne cette idée. Depuis 91, il y a les journées du patrimoine européen, donc c'est célébré dans une cinquantaine de pays qui ont signé la charte du patrimoine. Et donc, on fait ça en Espagne, effectivement. Il y a plusieurs milliers de manifestations qui vont se dérouler ce week-end. Et il y a un tel engouement en Espagne? Il y a beaucoup d'engouement, justement, parce que Anna avait raison, parce qu'ils aiment aller voir le Palais Royal, le Palais de la Moncloa, voilà, et ces endroits qui sont normalement fermés au public. Donc il y a un engouement, peut-être pas le même qu'en France, parce que nous, c'est depuis 91, mais c'est vrai qu'on aime les journées du patrimoine, et c'est quelque chose de différent. Le ministère de la Culture fait beaucoup de choses, justement, pour promouvoir cette journée, qui est une journée, en fin de compte, unité française. Alors, autre monument du patrimoine de la chanson française. Je reviens te chercher. Je savais. Ah, Gilbert, je t'aime. Gilbert, j'ai la chair des poules. C'est vraiment Anaïs. Parce que c'est le patrimoine français pour moi, mais surtout, moi, j'ai grandi avec la musique de Gilbert Bécaud. C'est ma grand-mère. Voilà, ma grand-mère, j'adorais Gilbert Bécaud aussi. Les dimanches matins, on écoutait ça. Mes parents écoutaient ça. Et moi, j'ai trouvé l'explication pourquoi. Parce que Gilbert Bécaud, c'était un peu gnognotte aussi, il faut le dire. Parce qu'il chantait Nathalie, etc. Des chansons. Comment s'appelle l'autre? Et j'ai oublié. Bon. Septembre. C'est beau. Et moi, grandi sous la dictature, c'est une musique qui passait bien. Alors que, par exemple, on peut dire... c'était pas... Oui, d'accord. Vous comprenez? C'était pas des textes revendicatifs. Exactement, c'était pas des textes revendicatifs, c'était de la musique aussi. Moi, j'ai appris le français en écoutant Gilbert Bécaud. Et après, j'ai compris aussi combien il était important aussi pour la chanson française. C'est mon monument aussi, la chanson française. Alors, je reviens te chercher, c'est ce qu'on va dire à Cassandre Janin qui va rentrer dans le studio et puis elle va nous expliquer ce qui se passe ailleurs, dans le monde, avec des journées spéciales. À tout de suite sur RTL. RTL. Remaking France. Avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Alors les amis, ça c'est un bout du patrimoine. Ça c'est Johnny, quoi. Et alors, très étonnamment, vous connaissez Gilbert Bécaud, vous connaissez Edith Piaf, vous en connaissez un paquet, mais Johnny, il a vraiment traversé les frontières. Pas très connu en Amérique latine, non? En Espagne, très peu. Il a été connu à un moment donné parce qu'il a chanté Black is Black. En fait, Black is Black est une chanson d'un groupe espagnol. Ah bon? Oui. Les années des Los Bravos. C'est eux qui ont chanté cette chanson qui a été numéro 1 en Angleterre. Et en fait, il l'a reprise en français. Mais Black is Black, c'est pas une chanson française. Elle est espagnole. Merci, Juan Rosé. C'était la minute Juan Rosé. La minute revendicative. Cassandre Janin, vous êtes rentrée dans ce studio sublime comme d'habitude et vous vous êtes intéressée à ces journées nationales plus folles les unes que les autres qu'on n'aurait jamais pensé possible en France. Ça, Jacques Lang, il n'aurait pas pu les inventer. Quoique. Le sujet. Avec la journée sans pantalon, le No Pants Day, elle a lieu le 13 janvier, surtout dans les pays anglo-saxons. Et alors tout est dans le nom, les gens se promènent dans la rue sans pantalon, short, jupe, ce que vous voulez, juste des sous-vêtements. Et là vous vous dites pourquoi? Alors l'objectif... Pourquoi Varum, Cassandre. Alors apparemment ce serait pour briser un tabou social autour des tenues dites conventionnelles. Pour ou contre, je vous laisse juger. Bon, plutôt contre. Quoi d'autre, Cassandre? Imagine-vous dans la rédac. Est-ce qu'il y a des gauchers autour de la table? Moi. Paola.
Alors, sachez que vous avez une journée à vous le 13 août. Ça peut paraître un peu anodin pour certains, mais les gauchers sont encore stigmatisés dans de nombreux pays, notamment en Afrique et en Asie du Sud. Et par exemple, au Togo, saluer de la main gauche serait synonyme d'injure et il serait hyper mal vu de préparer ou de servir un repas de la main gauche. Oh là là. Et donc une petite dernière pour déculpabiliser et se faire plaisir, Cassandra. Oui, la journée sans régime, c'est le 6 mai, mais ça devrait être un peu toute l'année. Le but de cette journée, ce n'est pas de mal manger, mais simplement de dire qu'on peut manger en se faisant plaisir, sans culpabiliser et sans subir les dictats de la minceur. On dit oui à une alimentation équilibrée, non au régime dangereux. Et bon appétit à ceux qui nous écoutent à table ou qui vont dîner. Merci Cassandra, qui est une si grande cuisinière. Elle nous régale avec ses cookies. La semaine prochaine, vous n'oubliez pas les petits cookies. Alors, une autre scène d'anthologie, une autre scène totalement patrimoniale du cinéma français. Ça, vous êtes obligé de connaître. Vous avez sorti le vitriol. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. J'y trouve un goût de pomme. Il y en a. Il y en a. Ah ben ça c'est les tontons flingueurs. Qu'est-ce qui m'a parlé des tontons flingueurs? C'est vous, Anna. Pourquoi? C'est mythique, les dialogues. Audiard, déjà, quand on parle français, Michel Audiard, ces dialogues qui signent les dialogues du scénario du tonton flingueur, c'est absolument sublime. Et cette scène, mais on ne s'en lasse pas, on peut la voir 200 fois. Et on ne s'en lasse pas. C'est un film qui... Vous l'avez vu, Birgit? Je suis pas sûre. Oh non, mais on va faire un ciné-club chez moi, je vous le dis tout de suite. Vous allez avoir droit à tout, la grande vadrouille, les tontons flingueurs. Alors, une autre chanteuse qui a sans doute marqué au-delà des frontières de la France, avec ça. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Qu'est-ce qui m'a parlé de ça? C'est vous, Paola, non? Je sais pas, mais moi j'adore. Moi, j'adore. Pourquoi c'est quoi, Caf? Mais la vie en rose, c'est connu partout dans le monde. Récemment, une petite vidéo de chanteurs de rue, faisait une petite vidéo YouTube, chanteurs de rue à New York, et les gens passaient, ils pouvaient chanter ce qu'ils voulaient. Il y a une jeune qui passe, elle chante La vie en rose, une jeune américaine. Ils connaissent cette chanson, elle est connue un peu partout, au moins dans le monde occidental. Elle a été reprise aussi en anglais. Je sais qu'au Japon aussi, c'est connu. La vie en rose, c'est connu. C'est une chanson, on sait que c'est la France, on sait immédiatement. C'est une identification, une point de repère pour la France. Vous, Birgit, vous m'avez parlé de ces chanteuses françaises qui ont ce petit grain de voix. Alors, c'est pas Edith Piaf, parce qu'Edith Piaf... Elle a une vraie voix, mais effectivement, c'est quelque chose qui me frappe un peu parce que je crois que ça fonctionne. Moi, en Allemagne, il y a des chanteuses qui ont pas la voix la plus exceptionnelle qu'on peut imaginer. Quand j'étais jeune et je rêvais de la France avant d'y être, j'ai écouté par exemple Carla Bruni. Bon, elle est italienne de base, mais ça se ressemble, ça se rejoint un petit peu, je trouve. Et après, il y a Rose, il y a Charlotte Gainsbourg qui chante un peu également. Et du coup, c'est ces chanteuses. C'est cette tessiture là avec ses voix très un peu cassées, un petit filet de voix un peu cassé. Jane Birkin aussi. C'est ça. Bon, elle était britannique, mais voilà cette voix très féminine, très cassée et très forte en fait. Et pour moi, c'est un paradoxe parce que chanteuse, ça devrait avoir une voix incroyable, mais c'est pas forcément le cas. Ah, c'est pas Céline Dion, hein. C'est sûr. Pas Céline Dion, mais il y a un autre sex appeal peut-être qui dégage par la voix là, Carla Bruni pour vous. Oui, quand même. Malgré. Et qui nous va comme un gant. Petite voix. Quelque chose nous dit que c'est pas... Ah ouais. Elle a vendu des centaines de milliers d'albums en Espagne aussi. Carla Bruni? Carla Bruni avec son premier album. Ça a été un succès partout, pas qu'en France. Elle est très connue, hein. Partout. Allez, j'ai plein de petites pépites encore. On va les entendre toute l'année. Je vais vous faire découvrir tout ce que vous devez savoir de la culture française. En tout cas, ce week-end, on va aux journées du patrimoine. Et vous me raconterez vendredi ce que vous êtes allé visiter. Ils refont la France. Revient bien sûr vendredi prochain, même heure. Vous pouvez retrouver l'émission sur rtl.fr et sur l'appli dans un instant. Vous retrouvez On refait la Coupe du Monde de rugby avec Eric Silvestro et toute l'équipe. Mais avant, l'essentiel de l'actualité avec Aude Bernuccio.